Bonjour et bienvenue au Luxor. Donc celui qui a allumé la mèche de cette séance, c'est lui, il va venir m'en rejoindre, c'est Emmanuel Plane, voilà, vous pouvez l'applaudir. C'est une rockstar en micro. Bon, vous savez qu'Emmanuel expose depuis un mois presque au Luxor. Et une expo qui s'appelle Le Superposeur, et vous comprendrez pourquoi, si vous n'avez pas vu l'expo, le fil de son expo, enfin le parti pris de son expo. Et quand on avait prévu d'accueillir son expo au Luxor, j'avais proposé à Emmanuel de choisir un film, parce que, bon, quand vous aurez vu l'expo, vous comprendrez que forcément il fallait qu'on projette un film. Et au début, tu étais parti sur une piste. Dis-moi les pistes. Alors en fait, je ne sais pas si vous connaissez Emmanuel Papillon, qui est directeur de cinéma. Moi je m'appelle Emmanuel Plane. Et Emmanuel et moi, on a déjà le même prénom et on a en plus les mêmes initiales, voilà. EP. Je me suis dit que c'était un signe. Il fallait qu'on fasse quelque chose ensemble. C'est comme ça, comme bon. Et oui, alors c'était évidemment, moi j'étais très flatté quand on m'a proposé de programmer un film, et en même temps je me suis dit, mais lequel? Donc il fallait que ce soit un film qui soit dans Paris. Alors moi évidemment, comme je suis un pervers polymorphe, je me suis dit on va prendre des films que plus personne ne voit, ça va être l'occasion. Et moi j'avais pensé notamment à un film d'Alain Gessuat qui s'appelle La vie à l'envers, que moi j'aime beaucoup. Et Emmanuel, qui est directeur du cinéma, m'a dit tu sais, ce serait bien quand même qu'il y ait des gens qui viennent le voir. Il y avait aussi un problème de droit. Oui. Effectivement, il y a toute une... Enfin, voilà, tout n'est pas possible, vous le savez. Et il y a tout un pan du cinéma qui disparaît d'ailleurs dans les limbes, puisqu'il n'y a plus de support ou plus de droit. Et donc, tu m'as proposé Diabolement, qui est ressorti finalement, je crois, il y a un an, qui a une restauration. Et j'ai tout de suite dit oui, parce qu'effectivement, c'est un film qui a un écho autour du Luxor, même si le pâté Vepler, le cinéma des cinéastes, est encore plus près du lycée Jules Ferry que nous. Enfin, on peut dire que c'est le quartier. Et deuxièmement, c'est que Diane Curis a beaucoup compté dans ma cinéphilie. Enfin, c'est une cinéaste que j'ai beaucoup aimée, et certains films m'ont énormément marqué. Je pense à Un homme amoureux, par exemple, qui avait fait l'ouverture de Cannes, et peut-être un peu oublié, injustement oublié. Et donc, il y avait, puisque Emmanuel aime bien rajouter des marches à tout ce qu'il fait, il m'a proposé d'accueillir aussi la dédicace du livre de Cathy Carsanti, qui est un... Là, c'est presque le chemin inverse. D'habitude, on adapte les BD en film, et là, c'est la BD qui a été faite après le film. Et je trouve cette BD très, très belle, et très fine. Et Cathy Carsanti et Diane Curis nous rejoindront à l'issue de la projection. On échangera avec Diane Curis et Cathy et Emmanuel à l'issue de la projection. Je vois Marie-Rose, qui a une belle veste fluo ce matin, Marie-Rose Guarnieri, la librairie des Abbesses, qui vous proposera d'acheter les livres de Cathy Carsanti. On fera ça sur scène, parce que c'est plus simple, parce que j'avais envisagé de le faire dans la salle d'expo, mais j'ai peur de vous perdre. Et pour les plus sérieux, on pourra aller boire un verre dans la salle d'expo. Les plus assoiffés. Oui, les plus assoiffés, pour aller découvrir, pour ceux qui ne l'ont pas fait, l'expo d'Emmanuel, qui est vraiment qui fait un tabac d'ailleurs. D'habitude, c'est un peu les spectateurs du cinéma qui viennent pour voir l'expo, mais là, il y a des gens qui viennent voir l'expo, puis après ils se disent tiens, il y a un cinéma autour de l'expo. Voilà. Un beau compliment pour un non-fumeur en tout cas. Qui a déjà vu Diabolement? Ah, oh, pas mal, magnifique. Pas mal, ouais. Donc, voilà. Donc Diabolement de 77, le film fait... C'est amusant, c'est un premier film très modeste, une petite production, mais quand on voit le générique, on se dit qu'il y avait quand même beaucoup de signes qui faisaient que ce film allait être un succès. Philippe Rousselot à l'image, qui va devenir un très très grand chef-op, qui va travailler aux États-Unis. Qu'est-ce que je veux dire? Je me souviens plus. La monteuse est très célèbre aussi. Comment? Voilà, Yves Simon. Yves Simon qui écrit la chanson en un quart d'heure, juste avant un concert à Sarrebruck. Quelle idée de faire un concert à Sarrebruck. Enfin bon. Et l'affiche, c'est Flock. C'est Gaumont qui sort le film. Bon, vous connaissez Flock. Et c'était assez audacieux. Après, il en a fait d'autres, mais je crois que c'est une de ses premières affiches.
Le film fait 70 000 entrées la première semaine, et il fait le double la deuxième semaine, ce qui n'arrive plus jamais aujourd'hui. Et ça va devenir un vrai phénomène de société, il fera 3 millions d'entrées, diffusé, multidiffusé à la télé et régulièrement, et ça lance la carrière de Diane Curis qui va faire après Cocktail Molotov et plein d'autres films qui vont aussi avoir un grand succès. Donc, vous avez lu Cocktail Molotov? Ah, c'est un film remarquable. Je ne saurais trop vous inciter à le voir. C'est un peu la suite sans l'être, parce que c'est une histoire sur Diabolement, on est sur l'adolescence. Là, on est sur le début de l'âge adulte. C'est un film qui se passe au moment de mai 68, mais pas en France. Ouais. Moi j'aime beaucoup Diabolement, mais je crois que j'aime encore plus Cocktail Molotov. Mais c'est Diabolement qu'on a regardé ce matin. Donc, par ailleurs, toute l'œuvre de Diane Curis est très marquée par sa vie personnelle, par ses films souvent autobiographiques ou marqués par son parcours personnel. Elle nous le dira peut-être après. On vous souhaite une bonne projection et puis à tout à l'heure. Alors moi j'aurais toujours rêvé de faire ça. À la fin des concerts, souvent les artistes prennent une photo du public qui est venu. Donc je vais monter sur scène et je vous prends en photo. Si vous êtes d'accord, évidemment. Si vous n'êtes pas d'accord, vous levez la main et je vous prends pas. Pendant qu'il monte sur scène, je signale que Emmanuel a écrit un livre à compte d'auteur qui s'appelle « Les retardataires ne sont pas admis en salle », qui est un livre très très surprenant. On pense à Pérec, bien entendu. Je pense que c'est un hommage que tu accepteras. Mais c'est un livre qu'il ne faut pas lire d'une traite parce que c'est un peu étourdissant. Mais le matin, avant de faire votre gym, vous lisez 3 pages de Emmanuel Plan et vous verrez, c'est une très bonne journée. Bon film. Cathy. Emmanuel, je pose une première question, puis après vous pouvez réagir sur le film. Donc comment vous vous êtes retrouvés toutes les deux? Qui est allé vers l'autre? C'est moi. J'ai eu l'idée, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est mon fils qui est écrivain qui m'a dit un jour: pourquoi tu fais pas une bande dessinée que tu fais pas? Pourquoi il n'y aurait pas une bande dessinée avec Diabolement? Et j'ai pensé que c'était une bonne idée. Et un jour, il m'a envoyé sur l'Instagram de Cathy. Elle avait dessiné les 3 petites filles, enfin c'était sur ce dessin-là que je suis tombée, dans la cour du lycée. Et je me suis dit, elle doit être fan. Et je l'ai appelée. Voilà. Et on s'est rencontrés, et en effet. Et Cathy, vous vous souvenez de la première fois du Diabolement? Je l'ai vu très très tôt, il y a vraiment très longtemps. Pas à la sortie quand même, je regardais la boum à cette époque-là. Voilà. Mais je l'ai vu de nombreuses fois avant de le revoir de nombreuses fois pour faire la bande dessinée. Je le connaissais bien. Et c'est vrai que c'est un soir où il repassait à la télé, où je suis tombée dessus, et à chaque fois qu'on tombe dessus, c'est difficile de s'en défaire, en fait, c'est difficile de ne pas regarder. Donc du coup, j'ai décidé cette fois de dessiner des scènes, parce que c'est vraiment des images très inspirantes pour moi. Je me suis rendu compte à quel point c'était inspirant, en fait. Et donc voilà, merci Instagram, enfin merci Sacha, et merci Instagram, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en effet. Il faut dire que Cathy voulait faire du cinéma à l'origine, donc elle n'était pas loin d'avoir envie de m'accompagner. Voilà. Je crois que ça se faisait peu dans le cinéma français, mais est-ce qu'il y avait un storyboard du film? Non, ça se faisait très peu. Moi, j'avais dessiné très très mal quelques scènes. Le chef opérateur Philippe Rousselot, qui cadrait aussi, avait dessiné un peu pendant qu'on découpait dans le lycée. Il avait fait quelques dessins, quelques sketchs, mais c'était pas du tout un storyboard. Et d'ailleurs, les storyboards sont faits pour qu'on les suive pas, en général, au cinéma. Oui, là, c'est une précision folle, mais non, il n'y avait pas de storyboard du tout. Emmanuel, tu te souviens de la première fois de Diabolement? Gardez le micro. Non, par contre, je me souviens que je pleure toujours 2 fois pendant le film. Ah oui, à quel moment? Alors, voilà, je suis encore mouillé là. Alors, Sharon, incroyable. Et puis, quand la mère rentre et que les filles lui ont préparé son anniversaire. Ouais. Je comprends. Et là, ça a marché encore, mais... Et alors, j'en profite pour poser la question, c'est qui l'actrice, justement, qui récite le monologue de Sharon? Alors, elle joue le monologue, c'est Corinne Dacla. Elle a continué à faire du cinéma et de la télévision.
Et pour la petite histoire, alors c'est... Est-ce que je peux... Oui, je peux raconter ça. Il y a prescription. Corinne Dacla, c'était la fille... elle avait 14 ans, 13 ans, je crois. Et c'était la fille du pub éditeur, Yves Simon. Et il était le patron de RCA. Et moi, je demandais à Yves de faire une chanson depuis le début, depuis le moment où il m'avait dit oui, je ferai la musique. Je lui disais, fais une chanson, parce que ça, à l'époque, les chansons, ça faisait vendre les films. Alors, c'était très mercantile comme idée, mais il était absolument hostile à l'idée, parce que d'abord, il disait, moi, j'écris pas sur commande, et puis en plus, tu veux que ça s'appelle Thiago Le Monde, mais ça va pas. Enfin, bon, bref, il était contre. Et il a passé beaucoup de temps à me dire non. Et puis un jour, il m'a appelé, je crois qu'on avait fini le tournage, et il m'a dit, donc Corinne avait joué dans le film, la fille de l'éditeur, du producteur de musique, et il s'appelait Dacla, et il m'a dit, je crois que j'ai une chanson. Et en fait, la chanson, elle s'est déclenchée dans sa tête quand il a reçu une lettre d'amour, entre guillemets, envoyée par Corinne Dacla à Yves Simon. Elle lui a écrit sur une feuille de classeur, une lettre sans doute très... que je crois que j'ai jamais lue, mais très touchante. Et ça a provoqué l'écriture de la chanson. Et il l'a enregistrée dans la foulée. Voilà. Et Corinne Dacla, elle a ouvert une librairie après, je crois. Je ne sais pas maintenant si elle continue, mais je l'ai eu il n'y a pas longtemps au téléphone. Je lui ai envoyé le livre. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Voilà, allez-y, ouais. Bonjour, merci pour ce beau film que j'ai pas vu depuis en fait quasiment sa sortie. Merci. Je regrette parce que je sais que j'avais 45 tours d'Yves Simon. Le blanc était vert, je me souviens. Non, je voulais juste parler un peu de cinéphilie, parce que bon, il y a un peu quand même de cinéphilie. Maintenant, finalement, on le regarde comme une œuvre de cinéphilie. L'exposition de Manu là-haut aussi, c'est encore de la cinéphilie. Je voulais savoir quel était, vous, votre rapport à la cinéphilie quand vous étiez adolescente, jusqu'au moment où vous êtes devenue cinéaste. Moi, j'allais au cinéma, pas en cinéphile, j'allais voir tous les films, j'avalais n'importe quoi, parce que quand j'avais... je sais pas, à partir de, je crois, 10 ans ou 11 ans, je suis allée au cinéma régulièrement, tout le temps. C'était ma seule distraction dans la vie. Et les films, le cinéma était permanent, donc on restait 2 ou 3 séances de suite. On avait le droit de regarder le film 1 fois, 2 fois. Et j'allais dans le cinéma de mon quartier, rue Ordener, dans le quartier, voilà, dans le quartier du 18e où j'habitais. Et j'ai pas eu de rapport cinéphilique, entre guillemets, c'est-à-dire que je connaissais rien, j'absorbais. Et finalement, c'est ça ma cinéphilie, c'est d'avoir vu beaucoup de films français, beaucoup de films américains surtout. Et juste pour l'anecdote, à la fin, quand le film est sorti et qu'on a eu le prix Louis Deluc avec le film le jour de la sortie, tout ça a été une conjoncture formidable. Je ne sais pas si c'est les planètes, mais quelque chose était aligné. On m'a dit, mais vous avez rendu hommage à François Truffaut pour les 400 coups avec la fin de votre film. Et j'ai dit, ah bon? Et je ne savais pas, j'avais vu les 400 coups, mais j'avais intégré la fin, j'avais complètement évidemment oublié qu'il terminait comme ça avec Léo qui court vers la mer et qui se retourne. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il se retourne. Oui, il regarde la caméra. Voilà, ouais, c'est ça. Donc voilà, donc ma cinéphilie s'arrête là, et d'ailleurs ça a continué. Je ne suis pas une vraie cinéphile, j'aime les films, j'aime aller au cinéma. Ça se passe en plus place de Clichy, comme les 400 coups. Tout à fait, c'était mon quartier, comme celui de Truffaut. C'est vrai que c'est une bonne question parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a 2 films qui sont cités dans le film, parce qu'on parle de Muriel, de René, et puis il y a La Grande Évasion. Et alors moi j'ai une question, c'est la scène où les filles vont voir La Grande Évasion, c'est tourné au Palace Croix-Niver, dans le 15e arrondissement. Oui. Alors je vous dis pourquoi vous avez pu remarquer que j'étais un peu obsédé par les lieux dans Paris. Surtout moi j'ai grandi dans le 15e arrondissement, j'ai grandi rue de la Croix-Niver. Et quand j'ai vu le film, moi je voyais le nom de Palace, je pensais que j'avais jamais l'idée que c'était ce cinéma dans lequel je passais quand j'étais enfant, et je suis passé 1000 fois dans ce cinéma, c'était le chemin pour aller au square. Et j'avais jamais vu la façade du cinéma illuminée, j'ai jamais vu avec des films, et donc c'est grâce à vous que non seulement j'ai pu voir la façade, mais qu'en plus j'ai pu rentrer dans le cinéma virtuellement. Et pourquoi? Parce que les filles sont dans le 18e. Oui, mais c'est un des seuls cinémas qui, même à l'époque, c'est-à-dire quand on a tourné en 77, était encore dans son jus, comme on disait, avec une façade tout à fait authentique sur laquelle on pouvait mettre l'affiche de La Grande Évasion. Et d'ailleurs, La Grande Évasion, on l'a enlevée dans la bande dessinée. On aurait peut-être dû la garder. On a enlevé la scène, on a eu la flemme. Et c'est jamais malheureusement redevenu un cinéma. Moi, c'est mon espoir. Si je deviens un jour président de la République, il y a assez peu de chance. Première mesure, c'est que je réouvre le Palace Croix-Niver. C'était une belle salle. Ouais. Allez-y, madame. À l'écriture de la bande dessinée, au découpage. Oui, oui, parce que le texte, c'est quasiment
Bah, vous verrez si vous feuilletez juste après avoir vu le film, c'est assez amusant d'ailleurs. C'est vraiment, on a été très très fidèle au film. C'est le film. Oui, on a adapté par moments. C'est un découpage plus court. Enfin, une scène de cinéma, c'est pas une page de BD, mais c'est ça le travail de Cathy. Ça a été justement de découper. Et moi, j'ai écrit le texte. Ouais. On est resté quand même vraiment très proche du film, en fait. Hein. C'est vrai qu'on a fait tout ce premier travail ensemble de découpage, avoir un storyboard très, très détaillé, en fait, quand même déjà. Et on a fait l'économie de certaines scènes. Pourquoi? Parce que ça nous semblait parfois un tout petit peu compliqué. Mais on n'a vraiment pas enlevé grand-chose. Et je regrette de ne pas avoir mis la scène de la Grande Évasion. Et je regrette de ne pas avoir mis la réplique Salut Fantomas. Ça, c'est vraiment, surtout quand je vous entends du rire, ça, je regrette. Alors, moi, je ne l'ai pas encore lu. Comment vous avez représenté Sharon, justement, dans la bande dessinée? Ah, c'est presque intégralement la scène. Elle est vraiment racontée comme elle était racontée dans le film. Alors les dessous de l'histoire. Pour écrire Sharon, d'abord, cette scène n'existait pas dans le premier scénario. Et c'est le distributeur chez Gaumont qui s'appelait Denis Château, qui était un personnage merveilleux, et il m'avait dit, tout le monde avait son mot à dire, c'est la première fois que je faisais un film, donc on me donnait des conseils, il m'avait dit, vous devriez mettre dans le film une scène très très émotionnelle, quelque chose, un long récit, et il m'avait dit comme dans Les Dents de la Mer. Moi j'avais pas vu Les Dents de la Mer, que je n'ai jamais vu. Il m'avait dit que dans Les Dents de la Mer, je sais pas si vous l'avez vu, il y a un long récit, émouvant, haletant, enfin voilà. Il m'avait dit, faites comme dans Les Dents de la Mer, écrivez une longue scène émotionnelle. Et alors j'avais cherché, qu'est-ce que je peux mettre comme scène émotionnelle? Et je m'étais dit, bon, un truc politique évidemment, pourquoi pas, l'époque est très propice à ça. Et à l'époque, vous imaginez, peut-être, enfin s'il y a des gens plus âgés ici, on n'avait rien, ni internet, ni rien, donc il fallait aller à la Bibliothèque nationale pour aller chercher des microfilms et des vieux journaux. C'est comme ça qu'on se les procurait, il n'y avait pas d'autres moyens. Donc j'ai passé du temps à la Bibliothèque nationale, ce qui était assez passionnant, et j'ai regardé, j'ai feuilleté les Paris Match et les François, et je regarde. Et au moment, je me suis dit, ah ben oui, c'est vrai, l'élément Sharon, bien sûr, et j'ai carrément tout piqué dans un article de Paris Match. Il y avait un récit de Sharon, récit de l'enterrement après Sharon. Donc et comme on ne pouvait pas photocopier ni faire de photos ni rien, j'ai tout écrit à la main. Puis après, j'ai retravaillé et ça a été le long récit de la petite Corinne Dacla. Voilà. L'autre secret de fabrication. Et vous avez cité Denis Château, et c'est lui qui avait... parce que la sortie du film était quand même particulière, cette affiche de Flock. Ah ouais. C'était gonflé, quoi. Pour l'époque, c'était pas du tout le... C'est lui qui avait... Non, c'est pas lui, c'est que tout était gonflé. L'affiche de Flock, c'est une femme qui s'appelait Martine Offroy, qui était responsable de la communication chez Gaumont. Une très très grande femme, moi je dis comme ça, je la regardais toujours de très d'en bas. Elle est arrivée un jour en disant, j'ai une idée, on va demander chez Dargaud à Flock de faire l'affiche s'il veut bien. C'était la première fois qu'il faisait ça. Ouais. Et quand je l'ai vu arriver, j'ai dit, mais c'est incroyable, mais comment on va... Enfin, mais le titre était déjà trouvé au moment de l'affiche, et le titre a été trouvé pendant le tournage. J'ai décidé de l'appeler Diabolomante contre tout le monde, c'est-à-dire tout le monde me disait, mais tu ne peux pas appeler un film d'un nom de boisson. Mais qu'est-ce que... C'est n'importe quoi. C'est un film qui sort l'hiver. En plus. Mais tout a été... Enfin, la conjoncture a été comme ça très très positive. Denis Château, on n'avait pas de date de sortie, et tout à coup un jour, en fait, je ne vais pas tout raconter l'histoire, mais le film s'est fait très très vite. J'ai eu l'avance sur recette en, disons, février-mars, que j'avais pas eu l'année d'avant, donc on m'avait refusé, on m'avait dit non, c'est pas bon. Donc j'ai renvoyé le scénario alors que c'était interdit, j'ai rien changé, j'ai changé le titre. Et j'ai donné le même scénario, et là cette fois-ci je l'ai eu parce que la commission avait changé. Et dans la commission il y avait Daniel Toscan du Plantier, Tavernier, qui ont aimé le scénario et qui ont voté pour, et j'ai eu l'avance. Et quand Toscan, il était déjà chez Gaumont? Non, il était bien sûr déjà chez Gaumont, il était distributeur chez Gaumont, mais il était le grand patron. Ouais. Et il a voté pour, donc j'ai eu l'avance en février, et le film est sorti en décembre. Donc c'est très rapide. En février, on a tourné, j'ai cherché un producteur pendant des jours et des jours, mais j'ai fini par trouver un imprimeur qui n'avait jamais produit de film.
Gaumont distribuait, ne voulait pas produire. J'ai jamais compris pourquoi, parce qu'ils auraient gagné beaucoup d'argent. Et le film s'est tourné en août. Et en septembre, on était déjà au montage, et là, on reçoit un coup de téléphone de Denis Chateau qui dit « Il faut que vous sortiez en décembre, parce que j'ai une date formidable, le 14, et si vous ratez cette date, peut-être que le film ne marchera pas. » Donc on a doublé les équipes, on a engagé Hervé Deluz pour monter le son, alors que normalement on devait nous-mêmes monter le son. Enfin, on a accéléré, le 14 décembre on est sorti, et là, il y a eu un phénomène vraiment l'affiche, la chanson d'Yves Simon qui passait à la radio, le titre qui était très insolite, et le fait qu'on n'a pas fait de projection pour la presse, on a fait des projections. Il y avait un article un peu sociologique dans Nouvel Obs, et puis un article dans France Soirée, et on n'a pas montré le film. En revanche, on a eu le prix de la critique le jour de la sortie. Donc tout ça a contribué effectivement à faire un espèce de phénomène. Si vous l'aviez pas vu, vous étiez le dernier des idiots, quoi. Il fallait avoir vu ce film absolument. Voilà. Et le premier titre, il y en a eu deux. Il y en a eu un qui s'appelait Histoire de petite fille, et le deuxième, ça s'appelait T'occupe pas du chapeau de la gamine, laisse flotter les rubans. C'était la mode Audiard, vous savez, les titres à rallonge. Et c'est drôle parce que j'ai envoyé la BD à Denis Chateau, chez lui. Il m'a renvoyé un très 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 joli mot qu'il faut que je te montre d'ailleurs, avec sa petite fille maintenant dessine, avec un dessin très joli de sa petite fille. Et il m'a dit, je me souviens encore de... bon, il a dit des choses très gentilles, quoi, c'était un très beau souvenir pour lui. Je me souviens de T'occupe pas du chapeau de la gamine, etc., que ma fille m'avait dit de lire. Donc, et là, j'ai appris avant-hier que c'est sa fille qui lui avait dit « lis ça ». Sinon, le film n'aurait pas eu lieu, peut-être. Voilà. Rétrospectivement, j'imagine que vous ne le regardez pas non. Par semaine. Aujourd'hui, avec le recul. C'est un film que j'aime beaucoup, beaucoup. D'abord, c'est le premier, évidemment. C'est celui qui m'a fait devenir cinéaste. Hein. J'étais une petite comédienne, malheureuse d'être comédienne, parce que le téléphone ne sonnait pas assez. Donc ça m'a fait effectivement grandir et devenir metteur en scène. Et puis, c'est mon film qui a le mieux marché en France. C'est celui qui a vraiment, vraiment fait le plus d'entrées. Il m'a fait naître. Et puis, je sais pas, bien sûr, je le regarde toujours avec un peu de nostalgie. Et maintenant, je sais pas, c'est comme un prolongement, la BD. C'est comme il va exister autrement. Une BD, on la feuillette, on la lit en entier, ou bien on la pose, on la passe. Et je trouve que c'est ça ne se fait jamais dans ce sens-là. Et je trouve que c'est une autre façon d'envisager ce film. Il va continuer à vivre dans les maisons, quoi, dans les bibliothèques. Je voulais vous demander, merci beaucoup pour ce magnifique film. Comment vous avez fait pour avoir un casting aussi beau? Enfin, les acteurs, ils sont... Ce casting incroyable. Le casting, il s'est fait. Le casting s'est fait. D'abord, j'étais comédienne, donc je connaissais des comédiens de théâtre principalement. Je les ai tous engagés, tous les gens avec qui j'avais travaillé, je les ai engagés dans le film. Tous. Shelton, Ivan Arland, Shelton, Julia Dancourt, tous ces gens. Bon, il y en a beaucoup qui ont disparu, Jacques Rispal, etc. Pour faire les profs. Anouk Ferjac, je la connaissais pas. Anouk Ferjac, je l'ai découverte sur le. Et puis les jeunes filles, ça a été un long processus, mais on n'avait pas tellement de temps, donc ça a dû durer 3 semaines ou un mois. On avait un bureau, je me rappelle, et il y avait on rencontrait des filles de. Alors on allait à la sortie des écoles, c'était encore permis, et aussi on recevait des photos d'agences ou ça s'est fait et puis le bouche à oreille. Elle se disait tiens, il y a un film qui va se faire en été, et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai trouvé vraiment des jeunes filles qui c'était difficile de faire, même si c'était 15 ans plus tard. C'était quand même un film d'époque. Il fallait un autre ton, il fallait une autre façon de parler, un peu à l'ancienne, quoi. Et j'ai eu beaucoup de chance. Et puis Éléonore Clarvine, alors elle, je l'ai attendue. J'avais trouvé tout le monde. Et elle, j'avais une photo en noir et blanc que j'avais eue par une agence. Et je voyais ces photos. Et on me disait non, elle n'est pas là. Elle ne pourra pas venir. Elle est en vacances en Espagne avec son père et elle ne viendra pas. Et je voyais plein de gens et plein de filles, et il y avait qu'elle que je voulais. Et c'était une photo en noir et blanc, hein, sur un balcon à Paris. Et j'insistais, je disais, mais au moins, est-ce que je peux lui parler au téléphone? Finalement, j'ai réussi à la faire venir. Et elle est rentrée dans le bureau, et je n'ai même pas fait faire une lecture. J'ai dit, voilà, c'est toi. Et j'ai
j'ai eu du nez. Ouais. Alors là, vraiment, je le revois avec. Il y a les prénoms qui est paru, je suis très frappée par la justesse et la modernité de tout ce qui est esquissé, déjà qui apparaît, le divorce, la justesse psychologique et sensible sur vraiment la préadolescence, sur les questions d'émancipation. Enfin, il y a beaucoup de il y a des tas de choses que vous avez en fait déjà soulevées avant l'heure, alors qu'aujourd'hui c'est presque encore des questions centrales. Ça m'a fait penser au film, au livre d'Annie Ernaux, on vient d'avoir une nouvelle, Mémoire de fille. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Et je trouve qu'il y a la même justesse, les mêmes sensations, les mêmes. Enfin, c'est éblouissant. Moi, mon préféré d'Annie Ernaux, c'est Les Années. Mon préféré, parce que vraiment celui-là, c'est ma tasse de thé, ça. Mais souvent, les films d'époque, c'est les films qui sont marqués les films qui sont très contemporains au moment où ils sortent, qui sont vraiment dans leur temps, souvent ils vieillissent moins bien. Parce qu'ils datent, je sais pas, ils correspondent à une époque, mais 10 ans après, quand on les revoit, on dit oh là là, peut-être parce qu'on se trouve ringard nous-mêmes. Mais quand on fait un film qui a déjà une distance avec le contemporain, souvent ça vieillit mieux. Je sais pas, je devais avoir, vous savez, j'avais tellement accumulé de malheur et de douleur dans mon adolescence, dans mon enfance, j'étais tellement malheureuse, j'étais comme cette petite fille qui est mal dans sa peau, et je pense que c'était très très frais dans ma mémoire. Donc quand j'ai écrit extrêmement vite, c'est le film que j'ai écrit le plus vite, je crois. J'ai dû mettre 3 semaines à écrire. Tout était là, les images étaient là, l'ambiance était là, et les détails. Puis j'ai été entourée par des gens absolument formidables. C'était une équipe, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était une équipe de techniciens. D'abord, ils m'ont pas snobé en disant elle fait son premier film. Ils ont été, comme souvent dans les premiers films d'ailleurs, les techniciens sont extrêmement attentifs et gentils. Ils ont compris que j'allais pas dire je sais alors que je savais pas. Et j'ai vraiment eu cette chance. Caroline de Vivès au costume, qui est devenue là, une très très grande costumière, elle a fait tous les films de Chiro, c'est une grande. Philippe Rousselot évidemment. Philippe Rousselot, je vais juste pour terminer, parce qu'on va pas durer toute la matinée, terminer une anecdote sur Philippe Rousselot. Alors, j'étais donc en train de constituer une équipe. Moi, la petite comédienne, je connaissais pas les techniciens de cinéma, et j'avais engagé un assistant. Et je notais des noms qu'on me suggérait sur un carnet. Et puis on m'avait suggéré le nom d'un chef opérateur qui était brésilien. Et son film passait à l'entrepôt, à l'Olympique Entrepôt, chez Frédéric Mitterrand. Et avec mon assistant, on était super en retard, on a pris le métro, on est arrivé, on est descendu, on est rentré dans la salle, et on a regardé le film. Et le film était super, magnifique, la photo était géniale, très belle, vraiment. Et à la fin du film, il y a le générique, et c'est pas le Brésilien, c'est Philippe Rousselot. Et j'ai dit, mais je veux pas le Brésilien, je veux Philippe. Voilà. Et dernière remarque, après on va passer à la dédicace. Un succès aussi important, ça écrase pas. Enfin, ça, en l'occurrence, ça l'a pas fait parce que vous avez une carrière, mais est-ce que c'était compliqué ou est-ce que... Non, ça m'a un peu fait tourner la tête pendant quelques temps. D'abord, tout à coup, j'ai eu un peu d'argent, c'était nouveau. Non, j'ai fait tout de suite un deuxième film qui s'appelait Cocktail Molotov, et comme je pensais savoir tout faire, avoir tout appris, il n'a pas marché. Emmanuel a fait vraiment l'éloge du Cocktail Molotov. Et il n'a pas marché, enfin il a beaucoup moins... Bon, aujourd'hui on dirait que c'est un grand succès, étant donné les entrées, mais il a beaucoup moins bien marché, donc ça m'a fait redescendre un petit peu, et ensuite là je me suis beaucoup plus appliquée, et le troisième c'était Coup de foudre, qui est probablement mon film préféré de tous les films que j'ai faits. J'en suis à 14, ça va, j'en ferai encore un ou deux. Excusez-moi d'insister, mais Cocktail Molotov. Élise Caron. Oui, c'est le premier film de François Cluzet, surtout. Premier film de François Cluzet, exactement. Formidable, ouais. Donc Cathy et Diane, je vais vous demander de monter sur scène, on va installer la table.